c'est une bonne nouvelle. Les vélos gagnent de plus en plus de terrain. La bicyclette s'affiche partout. Les usages des deux roues se multiplient. Les vélos prolifèrent, atteignant parfois la saturation comme ici en Chine. Mais pendant ce temps, les voitures prolifèrent aussi. Face aux carrosseries de tôle, le vélo ne fait pas le poids. Le cycliste est vulnérable, juste son petit corps fragile à opposer à la circulation routière. Faudrait-il donc s'armer face à la violence routière ou, solution plus pacifique, faire la Vélorussion? Aussi, le cycliste imagine-t-il un monde apaisé où l'on aurait moins recours aux énergies fossiles, où la voiture serait cantonnée à une place plus raisonnable. L'enjeu n'est-il pas de rééquilibrer l'espace public, de redonner à l'humain un peu de la place que la voiture lui a peu à peu confisquée? Ici, en Hollande, une voie rapide, doit-on l'appeler vélotoroute, a été aménagée exprès pour les déplacements alternatifs. Soyons honnêtes, les initiatives se multiplient en milieu urbain, mais comment donc s'y reconnaître dans cette jungle d'espaces partagés, de surlargeurs, de pistes cyclables, de voies cyclables, de trottoirs cyclables et autres bandes cyclables? Ici, le conseil municipal a prévu un nouvel aménagement cyclable en centre-ville. Pas encore séparé du flot de la circulation, mais paix en vert. C'est un début. Ici, le début d'un trottoir cyclable en Catalogne. Là, une voie semi-urbaine au Danemark où cohabitent cyclistes, cavaliers et piétons. Quand elle est bien conçue, la voie cyclable permet de traverser un centre-ville dense sans difficulté et de découvrir dans de bonnes conditions de sécurité les meilleurs points de vue de l'agglomération. Ici, le pont d'Avignon. En Suisse, cette passerelle dédiée aux non-motorisés a été réalisée sur le fleuve. Là, un système complexe de niveaux permet d'enjamber l'autoroute à Saint-Sébastien. Toujours dans la même ville, ce tunnel de plus d'1 kilomètre qui traverse la ville est exclusivement dédié aux deux roues. Ici et là, des aménagements sympathiques montrent l'intérêt porté aux cyclistes. Un support à vélo original, un garage à vélo en Belgique, une fontaine inédite en Autriche. Dans le delta de l'Èbre, un parcours sculpturel. En Allemagne, une station de gonflage en libre service. Ici, on me prévient gentiment d'un prochain arrosage. Dans le Valais suisse, j'ai tout particulièrement apprécié cette délicate initiative. La barrière semblait avoir été surélevée exprès pour moi, pour que je puisse la franchir avec mon petit drapeau. À Copenhague, ce compteur de vélos nous a permis de constater que près de 3000 cyclistes étaient déjà passés avant nous à 9 heures du matin. Malheureusement, tout n'est pas toujours aussi idyllique. Quelques exemples en vrac. On hésite entre bêtise et incompétence. Dans ces cas-là, mieux vaut garder le sens de l'humour. Cycliste roulez au pas, dans le Lot. Cycliste à pied, dans l'Aude. S'agit-il d'une mise à pied? Ici, on a carrément tout interdit. On a parfois l'impression que les élus qui ont commandé et fait placer ces panneaux n'ont jamais posé leurs fesses sur un vélo. A-t-on jamais imaginé des itinéraires rien que pour nous, les cyclo-voyageurs, des rues de la Petite Reine, des boulevards dédiés à la petite vitesse, des routes buissonnières, des cheminements dédiés qui permettraient de s'échapper, de quitter le peloton? Vivement une voie verte. Le mot est lâché. Mais qu'en est-il au juste? Ces itinéraires ne sont pas une innovation de notre siècle. Certains existent depuis l'Antiquité. Là, les restes d'une voie gauloise qui conserve encore l'empreinte des roues de chariot. Le souvenir d'un chemin européen de pèlerinage. Les rivières, quant à elles, ont toujours fourni des itinéraires facilement repérables. Des ponts ont été bâtis pour aider leur franchissement, bien avant le Moyen Âge. Là, au bord du Lot, le chemin de halage a été carrément taillé dans la roche. Plus tard, le creusement des canaux a permis des cheminements qui font aujourd'hui notre bonheur. Tous les éléments étaient réunis pour tenter l'aventure du voyage à vélo, comme ce couple anglais juste après la Seconde Guerre. La disparition progressive du réseau ferré, au profit de la route goudronnée encore elle, va fournir une nouvelle opportunité aux cheminements alternatifs. Puisque le train, hélas, ne passera plus, pourquoi ne pas recycler ces aménagements? Tenez,
Cette voie désaffectée qui s'enfonce dans la nature ne donne-t-elle pas envie de la suivre? Et ce parcours qui a encore conservé ses rails et son ballast, n'est-il pas une invitation au voyage? Sans compter les ouvrages d'art, parfois spectaculaires, pour passer sous la montagne ou franchir la vallée. Alors, suffirait-il de retrousser ses manches et de se lancer dans l'aménagement? Pas du tout. La création d'un nouvel itinéraire dédié au déplacement doux est une longue affaire. Une très longue affaire. Prenons l'exemple de notre voie ferrée. En tout premier lieu, il a fallu acquérir le foncier, et pour cela négocier l'achat à la Société nationale des chemins de fer français. L'emprise de la voie, de ses ouvrages, de ses abords, les bâtiments, les quais, les gares, etc. Ce n'est pas parce que la voie est désaffectée qu'elle est gratuite. Entre administrations, on ne se fait jamais de cadeaux. Le prix de cette voie s'est négocié au mètre linéaire. La voie achetée, par la région, le département, la communauté de communes, il a fallu d'abord la déferrer, c'est-à-dire dévisser les boulons dont certains sont en place depuis plus de 100 ans, démonter une à une les traverses de chaînes, enlever les rails, les stocker. Le chantier en hiver ressemble alors à une des pires pistes en forêt amazonienne. Au beau jour, les engins entrent en action. Débroussaillage, compactage, mise en place d'un géotextile, d'une sous-couche, d'une bande de roulement. Ici, il a fallu créer de toutes pièces un passage sous la route nationale. Également purger les tunnels, vérifier les ouvrages d'art, les garde-corps, gérer les écoulements d'eau, assainir les talus, mais aussi prévoir les parkings, les aires de repos, traiter les intersections, la signalétique. Ça y est, l'ancienne voie ferrée s'est refaite une beauté. On a repeint l'ancien viaduc qui n'avait pas vu de peinture depuis le temps de Gustave Eiffel. Coquetterie, celui-ci a été repeint avec le même rouge que le Golden Gate de San Francisco. Voici enfin venu le jour de l'inauguration. Les élus peuvent couper le ruban. Ils ne sont venus ni à pied ni à vélo, mais bon, l'important c'est d'être sur la photo, n'est-ce pas? Le nouvel itinéraire a permis de mettre au jour des prouesses architecturales, talus soigneusement bâtis, ouvrages d'art anonymes qui n'ont pas bougé depuis leur construction sous le Second Empire, magnifiques tunnels dont il faut se souvenir qu'ils avaient été creusés à la pelle et à la pioche. Une fois là, la voie se découvre une nouvelle vocation, celle de parcours festif. Musiciens l'empruntent, comédiens, conteurs, acrobates et même chaman, le temps d'un festival. Là, un comédien fait revivre le souvenir du tortillard d'autrefois. Mais un chemin de fer n'est pas l'unique support d'une voie verte. Ici, dans les Landes, la voie utilise un ancien chemin bétonné à sens unique. Toujours dans les Landes, une voie qu'utilisaient autrefois les résiniers. Sachant que l'anthrax de mon tricycle est de 83 cm et que la voie fait 90 cm large, je vous laisse calculer la marge dont je dispose avant de basculer sur le bas-côté. Aux sources du canal du Midi, on redécouvre le génie de Paul Riquet, XVIIe siècle s'il vous plaît. Il faut, à chaque fois, inventer des solutions si possible intégrées au milieu, pour faire passer la voie verte. Dans les marais poitevins, on a lancé un joli pont pour franchir le canal. Là, on évite le piétinement de la tourbière en empruntant des platelages. Un itinéraire privilégié en bord de fleuve. Ici, en Autriche, la voie passe astucieusement contre de la route. C'est ainsi que peu à peu se dessinent nos itinéraires de découverte, de bord de mer en coup de cœur, d'émerveillement en pur plaisir. La signalétique, un de mes dadas. J'en fais une petite collection. Ici, un pavage qui ne date certes pas de l'époque romaine. En Suisse, une stèle portant une recommandation de roue qui date, elle, de 1812. Des panneaux, il en faut naturellement, à condition toutefois de ne pas en abuser, même s'il nous propose d'aller toujours plus loin. Vue en Suisse, en Allemagne, en France,
Quelques panneaux originaux. Un rappel de l'Office national des forêts. En Espagne, cette inscription sauvage, Busco trabajo, je cherche du travail, nous rappelle, pendant que nous pédalons, l'actualité, elle, ne s'est pas mise en vacances. Une voie verte, ce sont également des aménagements, du plus sommaire au plus sophistiqué. Passons sur ce barbecue original dont la broche est mue par une transmission de vélo. Une table couverte, bien utile en cas d'intempérie. Ici, un confortable abri sérigraphié. Une aire de repos grand luxe avec rack à vélo, poubelle de tri, information touristique. Des toilettes sèches. Et même une zone de bivouac autorisée sur l'avenue verte Paris-Londres. Cette station cycliste en Espagne s'est même dotée d'un défibrillateur. Une voie verte, c'est aussi un véritable enjeu touristique pour la mise en valeur de territoires parfois isolés. Au long du parcours fleurissent alors des lieux d'accueil touristique, d'anciennes gares réhabilitées, des bistrots accueillants, des cafés de pays, des gîtes et des chambres d'hôtes qui donnent envie de s'arrêter. On rivalise ici et là d'imagination et de créativité. Vélo perché, vélo géant, écritoire pour réaliser des croquis, panorama proposé comme ici en Normandie, ou parfois même imposé comme en Catalogne. Et quand il n'y a vraiment rien qui mérite l'attention, eh bien on invente de toutes pièces une attraction, comme cette pseudo-météorite tombée dans un village de Haute-Garonne. Tous ces aménagements sont des clins d'œil sympathiques et des encouragements aux cyclistes, qui rendent le trajet plus attractif et plus facile. Enfin, parfois. Outre la météo capricieuse, le cycliste français doit affronter aussi l'intermodalité, qui a encore de sérieux progrès à faire pour que le voyage vélo plus train ou vélo plus bus ne rime pas forcément avec vélo plus galère. Nos voisins européens ont à ce titre bien souvent plusieurs longueurs d'avance sur nous. Des paysages, des découvertes, mais c'est également la diversité des rencontres, animales, réelles ou fabriquées. La voie verte, c'est aller à la rencontre d'autres pratiques que le vélo dans un environnement pacifié. Un atelier d'aquarelle au bord de la voie, une petite danoise marchande non pas d'allumettes mais de myrtilles, un mariage traditionnel basque que l'on n'aurait jamais découvert sans la voie verte. Ces nouveaux itinéraires offrent un parcours ludique et sécurisé où les enfants peuvent découvrir les joies des deux roues, des néo-pratiquants qui assureront un jour la relève. Également, des publics à handicap qui peuvent balader en toute sécurité sur l'itinéraire. Toutefois, certains cyclo-voyageurs ne souhaitent pas utiliser ces itinéraires dédiés et préfèrent tracer leur route eux-mêmes. Après tout, chaque cycliste est libre et l'aventure peut commencer dès le coin de la rue. Mais ces voies vertes représentent tout de même une magnifique alternative et un bien beau passeport pour aller à la rencontre des territoires. Partout sur le territoire, des connexions s'effectuent entre voies vertes, entre véloroutes,
Peu à peu, des schémas régionaux se mettent en place qui commencent maillage du territoire national jusqu'aux fameux grands itinéraires européens, les Eurovéloroutes. La mer du Nord, c'est par ici, la Norvège, c'est par là, et Athènes n'est plus qu'à 3780 kilomètres. Alors, en route!